Merci beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire un exposé sur le droit réinventé, mouvement municipaliste et renouveau du droit local. Donc en fait aujourd'hui j'aimerais bien parler... ça va, on m'entend bien? C'est pas trop fort? Parfait, super. Je vais vous parler du droit dans son aspect loi de la démocratie. Donc comment est-ce que le droit organise l'exercice du pouvoir public? Donc on dit souvent que le droit ça organise les règles de la vie en société, mais ici je vais voir le droit dans la manière dont le processus par lequel ces règles mêmes sont décidées. Donc pour le moment, le droit est le produit des institutions de démocratie représentative. Dans le pire des cas, il est rédigé par les lobbies. Dans le meilleur, il est approprié par la société civile. Il est ensuite interprété par le juge. En attendant, la légitimité politique qui est conférée aux lois proviennent toujours des institutions de la démocratie représentative. C'est cette inconditionnalité de la source de légitimité des règles de droit que je vais ici remettre en question par les mouvements municipalistes, qui proposent en fait une nouvelle forme de production des règles, règles qui seraient légitimes par leur processus de démocratie directe. En fait, ce que les mouvements municipalistes proposent comme renouveau du droit, c'est ce qui a été, ce dont l'absence a été constitutionnalisée au sortir des révolutions modernes, à savoir un rôle institutionnel pour le peuple assemblé et l'exercice du pouvoir en démocratie directe. Je vais structurer mon exposé en 3 points. Le premier sera la théorie de la démocratie directe. Le second, ce sera les limites légales à l'action politique des mouvements municipalistes. Et le troisième, ce sera un exemple issu de mon travail de terrain aux États-Unis. Alors, pour ce qui est des mouvements municipalistes, j'imagine que vous êtes familier avec tous les mouvements qui ont revendiqué l'occupation des places pour l'exercice du pouvoir en démocratie directe, comme Occupy, comme Nuit debout, comme les Indignés. Donc ces mouvements ont en fait montré que l'exercice du pouvoir pouvait être fait directement par le peuple assemblé. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de pouvoir à exercer. L'autre problème, c'est qu'ils ont été rapidement réprimés, qu'ils n'ont pas pu s'institutionnaliser. En fait, cette expérience de démocratie directe s'inscrit dans une longue lignée des conseils révolutionnaires qui ont préparé l'activité révolutionnaire de nos révolutions modernes. Ça a été identifié comme Hannah Arendt comme le trésor perdu de la Révolution. En fait, ce trésor perdu de la Révolution était plutôt le résultat d'un choix politique. Par exemple, pendant la Révolution américaine, Madison disait donc que la vraie distinction entre une démocratie et une république consiste en ceci que, dans une démocratie, le peuple se rencontre et exerce le gouvernement en personne, et dans une république, il l'administre par ses représentants. Une démocratie est donc confinée à un territoire restreint, une république peut être étendue sur une large région. Ce qui a été choisi au sortir de la Révolution, c'était cette seconde option, c'était de confier le pouvoir public aux représentants. Et donc, ce qui a été mis au niveau institutionnel et ce qui a été diagnostiqué par Bernard Manin comme une absence de rôle institutionnel au peuple assemblé. Alors, afin de remédier au manque de pouvoir et au manque d'institutionnalisation donc de ces mouvements d'occupation des places, d'assemblées populaires, plusieurs mouvements municipalistes ont vu le jour. Et ces mouvements, en fait, ont posé 2 questions. La première, c'est celle de l'unité politique pour l'exercice de l'autogouvernement d'un peuple. Donc on y a répondu depuis le XVIIe siècle par l'État-nation, eux y répondent par la commune. La seconde question, c'est la forme d'exercice de pouvoir. On y a répondu depuis les révolutions modernes par le gouvernement représentatif, ils y répondent par la démocratie directe. Donc ce modèle de démocratie directe a été théorisé par différentes personnes. Je vais vous proposer la théorisation du municipalisme telle que formulée par Murray Bookchin, qui est un penseur américain, qui parle du fait que, donc pour lui, selon lui, le pouvoir populaire pourrait être exercé au niveau communal par des assemblées populaires qui décideraient, après délibération et en face à face, sur les questions politiques, mais donc au niveau de la commune. Évidemment, il y a des choses qui dépassent les limites de la municipalité. Que se passe-t-il à ce moment-là? Et ce ne seraient pas des représentants qui seraient élus pour 5 ans. Ce seraient des délégués avec un mandat impératif et un mandat révocable qui iraient au Conseil confédéral et qui feraient des allers-retours entre la commune et le niveau confédéral. Ça, c'est pour la théorie. Je pourrais y m'étendre longuement, mais c'est moins le propos ici. Ce qui m'intéresse, c'est les stratégies des mouvements municipalistes, c'est leur action. Certains mouvements municipalistes décident de gagner des élections municipales pour transformer radicalement les institutions de la commune. Ceux-ci, en fait, veulent présenter un bourgmestre ou un conseil communal ou une série et lier leur mandat aux décisions de l'Assemblée populaire. Donc, en fait, faire de la personne qui, techniquement, pourrait utiliser son jugement pendant les 5 prochaines années, sous contrôle populaire plus ou moins marqué, ils veulent faire de cette personne-là un porte-parole de l'Assemblée. En fait, ici, on retourne en quelque sorte
aux sources de la représentation. Donc la représentation, qu'est-ce que c'est génériquement? C'est rendre présent ce qui est absent. Alors dans la démocratie représentative, c'est quoi? C'est ce que le représentant pense, quel intérêt de ces représentés. Ici, ce serait rendre présent la volonté déjà délibérée de l'Assemblée populaire par un mandat impératif et irrévocable que le délégué porterait au niveau supérieur. Donc ici, en fait, ça transférerait la tâche de l'exercice du pouvoir de l'individu au collectif. En fait, ceci renoue avec on va dire, une interprétation du sens originel de la démocratie. Donc souvent on dit démocratie, démos, kratos, c'est le pouvoir au peuple. En fait, il y a tous des travaux qui montrent, donc de Daniel Akamac, qui montrent que le démos en fait peut être compris comme l'assemblée. Et en fait, l'avènement de la démocratie au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était pas la création de l'assemblée et de lui donner le pouvoir, c'était en fait le renversement du rapport de force entre l'assemblée qui existait déjà et l'élite politique. Et donc en fait, la proposition ici est de redonner précisément, plutôt de donner pouvoir à cette assemblée. Le problème, c'est que pas de rôle institutionnel au peuple assemblé et en fait même pas d'assemblée dans notre démocratie moderne. Donc c'est précisément à ce travail-là que les mouvements municipalistes s'attellent et qui tentent justement de construire cette assemblée pour pouvoir permettre une production des règles par les personnes qui y sont soumises. Alors il y a plusieurs limites à l'action politique de ces mouvements municipalistes. En tant que juriste, j'imagine que vous me mettrez beaucoup d'objections. Une des premières que vous me direz sûrement, c'est que pourquoi prendre l'entité politique qui est la moins puissante légalement? La municipalité, effectivement, n'a presque pas de pouvoir dans nos États modernes. Vous aurez sûrement raison de me faire cette objection. Effectivement, au niveau légal, la municipalité n'a presque aucun pouvoir, elle est complètement subordonnée, c'est une créature de l'État. Et d'ailleurs, ceci est un choix politique. C'est un choix politique, ça a été analysé par Gérald Flug comme une manière de traduire l'hostilité de l'État à un corps intermédiaire entre l'individu et l'État. Ici, le but serait donc de bien comprendre la municipalité, non pas uniquement dans une compréhension juridique, mais dans sa compréhension politique, dans sa potentialité politique, à savoir comme une entité qui est le lieu où il serait possible d'assembler le peuple pour qu'il exerce le pouvoir. Donc, même s'il est impuissant sur le plan légal, il y aurait moyen de cultiver son aspect de légitimité politique, c'est-à-dire de rassembler les personnes qui vont être soumises au final aux normes qui seront adoptées. Donc, plutôt que d'avoir on va dire, la légitimité des lois qui provient de l'élection d'un représentant qui représente un intérêt non délibéré et supposé de ses représentés, on aurait le peuple qui serait à la fois sujet et objet de droit et auteur et obéissant de la loi. Ça, c'est une première objection, une première manière d'y répondre. La seconde, c'est que, vous me direz également, pour les constitutionnalistes d'entre vous, je ne sais pas s'il y en a, c'est que cette façon d'exercer le pouvoir par le peuple directement par le peuple est complètement inconstitutionnelle. Effectivement, déjà même le référendum en Belgique est inconstitutionnel. On a l'article 33 de notre Constitution qui dit que tous les pouvoirs émanent de la nation et sont exercés de la manière établie par la Constitution. C'est certain que ce que je viens d'énoncer n'est pas énoncé par la Constitution. À partir de ce moment-là, les mouvements municipalistes qui viendraient au pouvoir et qui proposeraient cette forme d'exercice du pouvoir se mettraient directement en faux de l'ordre juridique, seraient dès lors illégaux, inconstitutionnels. En fait, ça traduit effectivement la relation assez ambiguë qu'ont les mouvements municipalistes au droit. D'un côté, ils reconnaissent quand même la légitimité de l'ordre politique. Ils acceptent de jouer le jeu des élections et de lier un mandat juridique aux décisions de l'Assemblée populaire. Et puis de l'autre, en fait, ils veulent changer la source de légitimité du pouvoir politique. Leur but est en fait, au final, de transférer la capacité législative générale des institutions de la démocratie représentative vers les assemblées populaires au niveau communal. En fait, afin de bien comprendre l'activité politique de ces mouvements municipalistes dans leur potentiel à la fois subversif, mais aussi créateur de nouvelles formes politiques, il s'agit en fait de recourir à d'autres concepts que ceux dont on a l'habitude normalement. Je propose ici le concept de désobéissance institutionnelle, dans la mesure où généralement en fait, on considère le principe de désobéissance au niveau plutôt individuel, au niveau pénal. Ici, il s'agit bien d'une désobéissance politique et collective. Et en fait,
la manière dont je viens vers ce concept, c'est que de la même manière qu'on obéit en fait au final aux lois de la démocratie représentative, on va voter tous les 5 ans, c'est notre action politique, il y en a d'autres, mais en tout cas c'est notre action politique en tant que citoyen et citoyenne. De la même manière qu'on obéit à cette logique de la démocratie représentative, eh bien on peut y désobéir aussi en pratiquant d'autres formes d'exercice du pouvoir. Et donc ici, par contraste avec des réformes légales, c'est bien une activité politique qui est à la fois négative et affirmative, désobéissante, mais également créatrice de légitimité. Alors maintenant, j'en viens à la partie pratique de la démocratie directe. Ça, c'est la théorie. Ça peut paraître très abstrait, d'ailleurs ça l'est. Mais surtout, ça ne sert à rien si c'est que de la théorie. Je vais surtout parler de la manière dont les mouvements sociaux, en fait, se saisissent de cette idée de démocratie directe comme mode d'action et comme répertoire. Et donc c'est appliqué en fait dans leurs conditions particulières. C'est vraiment sur ça que mes recherches portent. C'est la manière dont ces idées, dont ces principes sont pris en main et adaptés à des luttes bien concrètes. Ça m'a amené aussi à comprendre la démocratie directe de manière un peu plus large que simplement dans sa dimension institutionnelle. Alors je vais juste vous donner quelques exemples de pratiques de mouvements municipalistes. Avant de venir à mon exemple plus substantiel. Alors, bon, tout le monde a entendu parler des Gilets jaunes, évidemment. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Gilets jaunes qui s'organisent justement en assemblée populaire. Ce sont les Gilets jaunes de Commercy qui ont fait un appel tout au début à tous les Gilets jaunes de tous les ronds-points de s'organiser en assemblée populaire. Ils se sont institutionnalisés, en tout cas dans la mesure où un mouvement social peut s'institutionnaliser en marge des institutions, un autre type d'institutionnalisation. Et ils ont organisé des assemblées des assemblées. Donc, au début, il y avait 70 délégués, donc de 70 différents lieux en France. Il y en a eu 300 après. Donc, c'était à Commercy, puis à Saint-Nazaire. Il y a la prochaine fin juin. Et maintenant, ils réfléchissent même à se présenter aux élections municipales. Donc, voilà, ça a été spontanément. Beaucoup disent que les Gilets jaunes ne s'organisaient pas ou ne voulaient pas de chef. Effectivement, ils ne voulaient pas de chef, mais ils s'organisaient quand même, mais juste différemment. Un autre exemple qui nous est bien plus lointain et qui sont dans des conditions qui nous sont étrangères, c'est l'exemple du Rojava au Kurdistan syrien. En Syrie du Nord, depuis 2011 et depuis la révolution syrienne, il y a un vide politique et le mouvement de la libération kurde a changé complètement, en fait, sur base du municipalisme, a changé complètement son système politique. Maintenant, il s'organise en communes autogérées qui se confédèrent avec des délégués avec mandat impératif et révocable. Je serais ravie d'en parler plus si ça intéresse certaines personnes. L'exemple dont moi je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'exemple de Jackson, dans le Mississippi aux États-Unis. Donc, pour que vous sachiez juste un petit peu pour ma méthodologie, il s'agit d'une recherche empirique qualitative de 2 mois et demi qui couple interview semi-dirigée, observation participante et analyse textuelle. Alors, un peu de contexte, c'est effectivement très très loin de nous. Jackson, c'est la capitale démocrate de l'État de Mississippi, républicain. État de Mississippi qui est 60% blanc, Jackson qui est à 85% afro-américaine. Cette ville a été historiquement, je pense, la plus riche des États-Unis au moment de l'esclavage. Pour le moment, c'est une des plus pauvres. Il y a eu ce qui s'appelle un white flight. Les Blancs sont partis avec tous les capitaux pendant la désindustrialisation, pendant les années 70-80, laissant la ville complètement morte. On a souvent l'image de Détroit, c'est un peu similaire. Et alors la classe travailleuse afro-américaine, qui a toujours été considérée comme disposable et qui en tout cas a été dépossédée des moyens de production depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, sous d'autres formes évidemment, heureusement. Donc cette classe travailleuse afro-américaine, une partie d'entre elles a créé un mouvement pour tenter de permettre son autodétermination. Alors en fait ce qui a bien montré, c'est que depuis le mouvement pour les droits civiques, c'est que l'accès aux institutions pour les Afro-Américains n'ont pas spécialement permis l'émancipation générale des Afro-Américains tant qu'il n'y a pas d'accès au pouvoir économique. J'y reviendrai. Alors leur stratégie se basait sur 3 piliers. En fait, ils tentaient d'articuler l'autodétermination politique avec l'autodétermination économique. Au niveau de l'autodétermination politique, ce mouvement a créé des assemblées populaires pour les considérer comme le véhicule de l'autorité politique de cette classe oppressée. Ces mouvements d'assemblée populaire se sont alliés avec un parti indépendant qui présentait une personne aux élections municipales, une personne qui prenait son mandat des assemblées populaires. Articulé à ça avait lieu un 3e pilier pour l'autodétermination économique, à savoir celui de la création d'une économie sociale et solidaire. Donc ça c'est pour la théorie. Dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont fait ce travail de construction des assemblées populaires avec des réunions régulières. Ils ont utilisé l'assemblée comme un lieu pour répondre aux besoins de la communauté, chose que la municipalité et que l'État certainement ne faisaient pas. Ils ont donné le mandat au maire, à la personne qui allait se présenter comme maire.
qui effectivement donc, a pris son mandat des assemblées populaires. Elle faisait d'abord partie du conseil communal et puis comme maire. Le but en fait était d'utiliser les ressources de la commune pour pouvoir permettre non seulement d'organiser ces assemblées populaires, de les institutionnaliser, mais aussi de rendre possible une économie sociale et solidaire en partageant les ressources certes très maigres de la commune, mais aussi en partageant des connaissances et en répandant ce modèle-là comme modèle de faire, en tout cas pour répondre aux besoins de la communauté. Problème, et j'y reviendrai dans les limites, c'est que le maire est décédé au bout de 7 mois, que son fils a repris les élections d'après, mais bon, étant donné qu'il n'a pas tout été éduqué dans le mouvement, il se retrouve au final par couper l'eau aux ménages qui ne savent pas payer leurs factures d'eau, ce qui n'était sûrement pas dans le plan originel. Donc en fait, faute d'accès maintenant au pouvoir institutionnel, le mouvement s'est rabattu uniquement sur la construction d'une économie sociale et solidaire, en tentant après, à partir de leur activité-là, éventuellement reprendre le pouvoir politique à un certain moment. Mais donc leur but est vraiment maintenant de créer une fédération de coopératives pour pouvoir permettre à la communauté de répondre à ses propres besoins sans passer par des formes d'organisation économique capitaliste. Alors, les obstacles imposés par les limites légales, ils sont nombreux. Alors évidemment, il y a des joyeusetés typiques à l'État de Mississippi, c'est-à-dire qu'ils ont voulu acquérir des terrains, ils n'ont pas pu parce qu'ils étaient afro-américains et qu'il y avait une clause dans l'acte de propriété. Ça, c'est vraiment très très typique au contexte. Maintenant, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins typiques et qui sont relativement généralisables. La première, c'est que malgré toutes les précautions pour tenter de dépersonnaliser la politique et donner en fait un maximum de pouvoir au peuple assemblé, au final, en fait, on a remarqué que quand la personne qui a été présenté comme maire, comme délégué, est décédé, le mouvement en a pris un coup. Et au final, en fait, on se rendait compte à quel point tenter de contourner le système par ce principe-là, donc de prendre les élections quand même via une personne, n'a pas permis d'institutionnaliser l'Assemblée dans le temps. La seconde, c'est la capacité économique de la ville. C'est que même si on est au pouvoir, au final, on se retrouve, si c'est une ville qui est très très pauvre, on se retrouve face à des menaces de fuite des capitaux. On se retrouve avec si c'est avec des classes économiques défavorisées, on se retrouve avec une base taxable très très faible. Il y a peu de partage des ressources avec les comtés avoisinants. Et donc en fait, l'exemple de Jackson montre bien qu'il n'y a pas d'autodétermination politique possible sans autodétermination économique. Une autre limite légale qui est typiquement aussi de l'État de Mississippi, c'est que les coopératives de travailleurs et travailleuses sont interdites. Et donc en fait, ça les force à prendre une forme juridique qui est celle des non-profits. Le problème, c'est que de nouveau, ça personnalise le pouvoir. Il y a certaines personnes qui sont responsables pour ça, et donc ça fait que la démocratie en interne en prend un coup également. C'est juste certaines personnes qui seront responsables devant la loi. Les personnes ne sont pas égales face à ce risque-là, et donc les idéaux de démocratie peuvent en prendre un coup. Alors, je vais finir par 3 conclusions pour la création d'assemblées, pour les mouvements municipalistes qui souhaitent passer par la création d'assemblées. D'abord, c'est qu'il est crucial d'entreprendre la tâche de construction de l'assemblée avant d'arriver au pouvoir. Certains mouvements, comme par exemple le mouvement Barcelona en Comú, un mouvement municipaliste à Barcelone qui a gagné les élections précédentes, est arrivé au pouvoir en tentant justement de changer le jeu et de redonner le pouvoir aux habitants et habitantes de la ville. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas cette culture justement de l'Assemblée populaire, de tenir les délégués, les personnes qui se retrouvent en fait à l'intérieur, de les tenir pour responsables. On va dire cette éducation à la délibération collective. On a quand même des siècles et des siècles de démocratie représentative derrière nous qui nous dit que notre action politique, c'est d'aller voter. Ça prend du temps à déconstruire et surtout, ça prend du temps à construire, d'apprendre à délibérer collectivement. Donc cette éducation à l'autogestion et à la prise de décision collective ne peut pas se faire uniquement grâce à la volonté, en reposant sur le volontarisme d'une personne qui arriverait au pouvoir. La deuxième conclusion, c'est qu'effectivement l'autodétermination politique sans autodétermination économique semble très difficile dans un système où au final les décisions qui influencent la vie des gens, donc où ils se logent, ce qu'ils mangent, où ils travaillent, sont de toute façon, on va dire, c'est pas au niveau de la municipalité qui peuvent les prendre, et elles sont déterminées par des logiques économiques. La troisième conclusion, c'est que la démocratie directe, et ça c'est très important parce que certains mouvements, on va dire, ne prennent pas cette précaution, c'est qu'elle ne peut pas simplement être une procédure. En fait, il y a des assemblées populaires à Jackson qui ont été utilisées par la partie blanche et bourgeoise de la ville pour tenter de conserver leurs intérêts et leurs propriétés.
enfin, je ne dis pas que ça fait partie de cette tradition-là, mais on a déjà trouvé les termes de conseil citoyen. Le conseil citoyen, d'ailleurs, c'est un terme que j'utilisais avant. Et puis en fait, aux États-Unis, Citizens Council, c'était des conseils de blancs qui, dans les années 50, empêchaient, faisaient tous les efforts contre la déségrégation des écoles, des espaces publics, et qui tentaient d'empêcher les Afro-Américains d'aller voter. Donc tout ça pour dire que c'est pas parce que le peuple s'absente que c'est bon. Qu'à partir du moment où les assemblées populaires permettent de maintenir des structures de domination, que ce soit des structures de domination économique, raciale ou de genre, elles ne permettent pas l'exercice du pouvoir public par toutes et tous. Et donc ça, ceci est assez important de bien montrer que la démocratie directe est une technique d'organisation politique qui permet aux personnes qui la pratiquent de déterminer, de créer et d'être auteurs des règles qui vont s'appliquer à elles, mais que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour pouvoir permettre une élimination des hiérarchies qui empêchent les personnes d'avoir au final leur contrôle sur ce qui détermine leur vie. Voilà, je vous remercie de votre attention.